Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les principaux titres. Le Premier ministre préside la réunion de haut niveau concernant le Covid-19 à la primature. Et 300 000 morts supplémentaires aux États-Unis pendant la pandémie. Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Après évaluation de la pandémie du Covid-19 et pour lutter contre sa propagation, les frontières terrestres de notre pays seront fermées durant 15 jours à compter donc d'hier en raison de l'urgence sanitaire. Le président de la République a signé mardi 20 octobre hier en urgence un décret instituant une nouvelle mesure de lutte contre la propagation du Covid-19 dans notre pays. Ainsi, selon ce décret, il sera procédé à la fermeture des frontières terrestres en ce qui concerne la circulation des personnes physiques pour une durée de 15 jours. La circulation des biens et des marchandises par voie terrestre n'est pas concernée par la mesure. Les ministres de la Défense, de l'Intérieur et de la Santé sont en charge de l'exécution des mesures édictées dans le présent décret qui est entré en vigueur hier, mardi 20 octobre 2020. Ce présent décret abroge toutes les dispositions contraires contenues dans le décret numéro 2020/145 portant modification du décret numéro 2020/080 portant levée partielle des mesures exceptionnelles de prévention contre la propagation du Covid-19. Et dans l'actualité également, après que certains pays aient enregistré une augmentation des cas du Covid-19 et suite au décret présidentiel du 20 octobre 2020 stipulant la fermeture de nos frontières terrestres pour une durée de 2 semaines, une réunion de haut niveau s'est tenue ce matin au Palais du Peuple. Dirigée par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, cette réunion a vu la participation des départements ministériels concernés. Cette assise a permis de mettre en place des mesures en adéquation avec la mise en place de cette fermeture de 15 jours de nos frontières terrestres. Néanmoins, ne sont pas concernés par cette mesure la circulation de biens et des marchandises, comme l'indique le décret du 20 octobre 2020. Et dans un mot prononcé à cette occasion, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a rappelé les causes ayant conduit à la fermeture des frontières terrestres. On l'écoute. Nous avons constaté que depuis quelque temps, il y a aux frontières terrestres de notre pays, parce que les frontières aériennes, ce n'est pas beaucoup. Et puis les frontières aériennes, on les contrôle. Tous les passagers sont soumis aux tests de Covid, y compris pour les frontières terrestres. Mais les frontières terrestres, où avant il y avait presque 0 cas. 0 cas, ou un cas sur 60 personnes ou 100 personnes, il y avait un cas, où on avait 0 cas. Là, on a eu plus de la moitié des passagers qui sont rentrés à l'OIADA étaient positifs. C'est-à-dire dans le 20-30 personnes sur le 47 passagers. Donc là, quand même, ça a attiré notre attention pour dire, c'est quand même un signal fort, pour dire attention, si ces gens-là rentrent dans le pays, ça risque d'être très grave. Donc on a pris des mesures urgentes. C'est vrai que la fermeture des frontières est du domaine de la loi. C'est la loi qui doit fermer les frontières. On donne un délai aussi. Là, nous avons essayé de respecter un cadre réglementaire en passant par le décret, puisque toutes les fermetures des frontières, toutes les levées partielles de la fermeture sont passées par décret. Et donc, nous avons respecté ces procédures qu'on a adoptées dès le début, et nous avons fermé ces frontières par décret. Ce sont des frontières terrestres uniquement, pas les frontières aériennes. Et comme c'était une mesure d'urgence, on n'avait pas un délai pour appeler la population
disons, à rentrer très rapidement. Donc, ce qui fait que nous avons eu quelques désagréments depuis hier, puisque les Djiboutiens qui étaient à l'extérieur s'émassent à la frontière terrestre et qui disent on veut rentrer dans notre pays puisque les frontières sont fermées. Aujourd'hui, nous nous trouvons devant ces cas-là et ce que je veux tout simplement à ce que les tests soient faits dans les 24 heures. C'est-à-dire on fait le prélèvement quand les gens arrivent sur place. Moins de 24 heures après, on doit leur donner les résultats. Et nous allons prendre en charge les repas de 24 heures, c'est-à-dire les 3 repas. Voilà comment nous avons décidé. Et en plus, ce décret est limité dans le temps. C'est un décret qui dit fermeture des frontières pour 15 jours, à compter d'hier, à compter de la signature. Et nous restons donc au Palais du Peuple. Outre la réunion de haut niveau sur la lutte contre la pandémie du Covid-19, le Premier ministre a présidé également une réunion axée sur la lutte contre le travail illégal dans notre pays. Plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre du Travail, le ministre de la Défense, des Affaires étrangères, les responsables de l'inspection du travail, de l'ANEFIP, de la police nationale ainsi que des hauts cadres ont participé à la réunion. Les discussions ont porté sur les emplois illégaux occupés soit par les Djiboutiens, soit par les étrangers. Il a été constaté que certains employeurs utilisaient cette main-d'œuvre qui travaille sans protection et sans garantie de rémunération adéquate. Et pour lutter contre ce fléau qui nuit à la sécurité du travail dans notre pays, le gouvernement, par le biais du ministère du Travail, va mettre en place une stratégie. Donc on a beaucoup discuté et il en est sorti de cette réunion qu'une stratégie qui a été présentée par le ministère du Travail sera suivie. Et donc cette stratégie sera suivie et donc une vraie lutte contre le travail illégal sur le territoire national sera mise en place. Et il faut savoir que beaucoup d'entreprises qui exercent leurs activités sur le territoire national ne sont pas conformes d'abord sur les étrangers, mais également sur les nationaux, parce que soit ils les sous-déclarent, soit ils ne les déclarent même pas. Donc maintenant, ce plan stratégique nous permettra de voir comment il y aura une évolution. Et nous allons mettre en place un système d'information, de gestion de l'emploi qui nous permettra de voir l'évolution de l'emploi en République. Également dans l'actualité, le siège de la Caisse populaire d'épargne et de crédit de Djibouti a abrité ce matin une cérémonie de lancement officiel du crédit aux pêcheurs nommé DERAC. Cette cérémonie placée sous le patronage du ministère de l'économie, des finances, du gouverneur de la Banque centrale en collaboration avec l'ADDS, une journée symbolique pour les acteurs de la mer et du littoral qui vont dorénavant bénéficier d'un crédit pour mener à bien leur mission. En d'autres termes, cette initiative qui est du crédit DERAC propose de soutenir, de pérenniser et de rajeunir le patrimoine de pêche. Il convient de souligner que ce crédit accordé aux pêcheurs est remboursable sur 30 à 48 mois. Ce financement du Fonds international de développement agricole à travers le ministère de l'Agriculture va donner impulsion nécessaire aux activités du sous-secteur à travers ce crédit approprié. Rappelant que la CPEC est un véritable instrument financier pour les micro-entreprises. Aujourd'hui, le crédit DERAC, la CPEC se lance dans le financement rural des lignes de crédit pour la pêche artisanale. Ont été lancés en 2008, je crois, et en 2011 par le gouvernement de la République Djibouti. C'était un petit peu pour améliorer les conditions des populations les plus défavorisées, et surtout les gens qui vivent dans les zones rurales. C'est vrai qu'après 10 ans de service, nous pouvons dire que les CPEC ont le mérite d'exister, car elles répondent à un besoin réel. Quel est ce besoin réel? C'est mettre à la disposition des gens un crédit financier flexible, adapté. Et lorsqu'on parle aujourd'hui du crédit DERAC, c'est un crédit, pourquoi on l'a dénommé DERAC? C'est un crédit adapté à la pêche. Vous savez que dans le passé, même pendant ces 10 années de service de CPEC, il n'y avait pas beaucoup de pêcheurs qui ont bénéficié des services de CPEC, parce que le CPEC a un petit peu été mis, on peut dire une méconnaissance du secteur, mais réticent à la pêche. C'est vrai qu'il faut dire pourquoi, parce que
la pêche est un secteur aléatoire. C'est-à-dire que si je m'explique un petit peu, aujourd'hui un pêcheur il va à telle zone, il va pêcher en 200 kg à 400 kg. Le lendemain matin, il retourne même zone, il ne va pas trouver les 200 kg, il va peut-être pêcher 40 kg. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Voilà, donc c'était l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. Nous étions donc au siège de la CEPEC pour une cérémonie qui a eu lieu ce matin et où plusieurs interventions ont eu lieu, dont celle du directeur général de la CEPEC, M. Omar Ibrahim, que je vous propose d'écouter. Promotion donc, de la croissance et du développement des diversifications des différents secteurs et bien sûr favoriser l'intégration socio-économique et les plus démunis par la création de l'emploi. Bien sûr, tout ça en vue de la meilleure bancarisation de la population égyptienne. Ainsi, donc, dans cet environnement socio-économique mondial qui est devenu très difficile, surtout après cette crise sanitaire de Covid, plusieurs de nos membres ont été impactés par ces Covid, dont les pêcheurs.
C'est dans ce cadre que la CPEC de Djibouti, donc en collaboration avec l'ADDS et les directions de la pêche, avec les PRAREF, lance ces produits, donc des crédits d'Irak, donc du nom du poisson dorade, qui va être mis au top. Donc il faut savoir que les CPEC, ce n'est pas uniquement à Djibouti, les CPEC sont également présents dans les régions, au nord comme au sud. Donc vous avez les CPEC à Lissabié, les CPEC au Diki, les CPEC au nord, les CPEC. Donc dans ce cadre-là, normalement, il y a la CPEC de Djibouti et la CPEC du Nord qui ont été choisis pour financer ce projet du moment qu'ils sont sur le côté, sur le littoral de Djibouti. Donc, comme vous le voyez, c'est des moteurs qui vont être octroyés à ces pêcheurs pour qu'ils puissent pêcher et bien sûr vivre de leur travail. Voilà. Comme je le disais, ces projets, donc c'est en collaboration avec la direction de la pêche et le PRAREF, et toujours sous la ligne de crédit que le FIDA a lancé il y a déjà quelques années. Donc c'est un projet qui va continuer. Donc pour le moment, nous avons sélectionné une vingtaine de pêcheurs. Donc il y aura une suite qui sera donnée. Donc la CPEC du Nord, donc Tadjoura et Obok, ont déjà commencé à donner des crédits. Donc la CPEC Djibouti vient de lancer. Et beaucoup ont pu bénéficier. Aujourd'hui, ils vivent de leur travail. Et de son côté, le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, M. Ahmed Ousmane, a félicité donc la CPEC pour le travail qui a été accompli jusqu'à présent. Et par la suite, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawalé, a pris la parole. Il a rappelé donc l'impact qu'aura donc ce projet sur les pêcheurs djiboutiens. On l'écoute. Je ne vais pas être long comme beaucoup avant moi l'ont également fait. Je voulais juste ici féliciter l'ensemble de partenaires qui ont réalisé cet événement qui nous permet aujourd'hui d'aller à notre étape de développement des micro-entreprises, du microcrédit, du microfinance en République de Djibouti. C'est une très bonne chose parce que ça nous permet de venir en soutien, en accompagnement avec ces artisans, ces micro-entreprises, ces entreprises personnelles, pour générer des revenus, pas seulement pour mieux vivre, mais également pour permettre également autour d'eux, non seulement en créant quelques emplois, mais également de pouvoir contribuer au développement de Djibouti. On sait très bien que le taux de pauvreté à Djibouti reste encore assez élevé, même si nous avons constaté durant toutes ces dernières années, décennies, une baisse sensible. Ce n'est toujours pas suffisant. Et donc, une bonne partie de notre population, de nos compatriotes, reste encore dans des conditions de vulnérabilité. On sait également que les conditions, ou en tout cas cette culture ancienne chez nous, a toujours eu comme préférence quelques opportunités plutôt dans l'administration, à croire plutôt dans l'État, y compris pour l'emploi, y compris pour... en tout cas, tout est autour de l'État. Or, nous voulons changer ces paradigmes. Nous souhaitons voir de plus en plus d'initiatives privées. Nous souhaitons libérer les énergies, pas seulement pour les jeunes entrepreneurs, pour lesquels nous avons beaucoup, en tout cas, de réponses et de solutions à l'avenir, comme nous sommes en train de travailler, mais également pour les petites et très petites entreprises artisanales. Et notre équipe qui a couvert cet événement a également pu recueillir pour nous les sentiments donc, du directeur général de la CPEC qui a rappelé les rôles et missions de la Caisse. On l'écoute. Le crédit d'Irak, c'est un crédit qui est destiné aux pêcheurs. Cette importante cérémonie était destinée officiellement à remettre des crédits à ces pêcheurs sous forme de matériel, donc de moteurs de pêche essentiellement. Donc elle s'est déroulée au sein de la CPEC de Djibouti, donc sous l'égide du gouverneur de la Banque centrale, du ministre de l'économie, M. Ilyas Moussa Dawalé, donc en lieu présent de plusieurs partenaires, donc le PNUD, la représentante des Nations Unies, etc.
La CEPEC, c'est une institution de microfinance qui a été créée en 2008. Elle est destinée pour les personnes vulnérables, exclues du système bancaire classique. Donc ces personnes qui n'ont pas accès à ces finances, donc essentiellement ce sont des membres comme les pêcheurs, qui bénéficient de ce type de crédit. Donc ces programmes, donc Crédit d'Irak, visent essentiellement à permettre à ces personnes d'acquérir des barques, des moteurs, des filets, etc. pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins et sortir de la pauvreté, bien sûr, pour qu'ils puissent développer une activité génératrice de revenus. Donc, rappelons que l'objectif principal de la CEPEC est de promouvoir l'inclusion financière et la bancarisation de la population djiboutienne en tant qu'institution de microfinance. Donc, dans notre rôle de mobilisateur de l'épargne et la redistribution de microcrédits. Donc, la microfinance est un puissant instrument qui permet qui permet de la lutte contre la pauvreté et bien sûr pour sortir des personnes assez vulnérables pour qu'elles puissent développer une activité génératrice de revenus. Également dans l'actualité, dans le cadre de sa tournée dans les régions à l'occasion de la journée mondiale de l'alimentation, le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awali, accompagné d'une forte délégation, a clôturé sa visite dans la sous-préfecture de Dora, dans la région de Tadjoura. Une sous-préfecture éloignée où les efforts du gouvernement, notamment du ministère de l'Agriculture, sont palpables pour trouver des solutions et améliorer l'accès à l'eau avec la réalisation de plusieurs forages. Le ministre a constaté l'état d'avancement des travaux des forages de Otoy et Balho réalisés par le ministère de l'Agriculture dans cette sous-préfecture de Dora, un secteur éloigné à la frontière donc de l'Éthiopie. En premier, le ministre s'est rendu dans la plaine de Dora à la sortie du village donc pour visiter le forage de Otoy où il a été accueilli par l'ingénieur Baragoïta Saïd, le sous-préfet Abdallah Kamil, les élus et la population habitant ce secteur. Les travaux du forage d'Otoy avancent bien et cette visite intervient après le succès du forage de Madgoul avec un débit conséquent qui désormais alimentera toute la population du secteur. Le ministre a discuté avec les techniciens du forage et qu'il a encouragé pour accélérer la finalisation des travaux. Il a aussi profité de l'occasion pour visiter la retenue de Otoy qui est en hausse grâce aux dernières précipitations et qui alimente les familles et les bétails. Et par la suite, la délégation conduite par le ministre de l'Agriculture a pris la direction du village de Balho au chevet des techniciens qui étaient en plein travaux pour forer le puits très attendu par la population. Les techniciens ont expliqué donc au ministre qu'ils ont déjà atteint une centaine de mètres en 6 jours et ont garanti que la nappe sera atteinte dans une dizaine de jours. La formation, ça change et pratiquement c'est pareil pour dans l'ancien forage. On a une même formation qui est assurée. Et après ces visites, le ministre et sa délégation ont tenu une réunion de proximité avec les notables du secteur. Les notables ont remercié le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awali, pour sa visite à Balho et ont transmis leurs doléances et préoccupations. Les discussions ont porté essentiellement sur l'amélioration de l'accès à l'eau et la santé du bétail. La réunion a vu la participation du préfet de la région de Tadjoura, Hassan Dabelé, et de l'élu Ali Dini. Et dans sa réponse lors de la réunion avec les notables et élus de Balho, le ministre a remercié la population pour l'accueil et l'hospitalité et sa nombreuse délégation. Il a tenu donc à organiser cette réunion pour être à l'écoute des doléances afin de trouver des solutions rapides et améliorer surtout ce secteur éloigné des centres de décision. Le ministre a promis que les travaux de forage de Otoy et Balho seront rapidement finalisés. Les techniciens fourniront le maximum d'efforts selon le ministre. Et le directeur de l'eau, Saïd Khairé, qui supervise donc les travaux du forage de Balho, a souligné que son département va redoubler d'efforts pour améliorer l'accès à l'eau dans la sous-préfecture de Dora. Fait une semaine de tournée et ce matin nous sommes passés par le forage de Otoy, le forage de Malaho et le forage de Balho. La population a évoqué énormément les problèmes de soif. Et pour Balho, effectivement, c'est question de jours. Nous sommes actuellement à 100 mètres de profondeur. Il faut aller jusqu'à 300 mètres de profondeur. Et pour les forages de Malaho, l'équipe a été mise en place et le contrat a été donné pour la réalisation des réservoirs, des abreuvoirs. Et rapidement, d'ici 2 semaines, une potence va être mise en place pour alimenter
en attendant le village de Malahou et l'école de Balhou aussi. Garabtistan, le manque d'eau a été évoqué et la solution qui a été proposée pour les gens de Garabtistan ou de Markalou, c'est une fois que le forage de Balhou sera terminé, une conduite sera mise en place pour alimenter la population de Garabtistan. Et concernant toujours les activités organisées à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation, après avoir visité les coopératives de pêche de Goubet, Sagalou et la ferme pilote de Douloul, le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awale, a participé à Tadjouraville à une séance de plantation d'arbres. Accueilli par le préfet Hassan Dabelé et le président du conseil régional, la délégation a volontairement retroussé les manches pour planter des arbres destinés à embellir la ville blanche sur le principal axe routier. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, et le secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, ont participé également à la séance de plantation d'arbres aux côtés du ministre de l'Agriculture. Ces arbres sont destinés à créer de l'ombre et fixer le sol afin de préserver l'environnement et vont changer la physionomie de la ville. Cette expérience sera renouvelée sur tous les axes routiers et les espaces verts de la ville blanche. Le ministre a précisé que la plantation d'arbres à Tadjoura qui s'agrandit donc avec le port et la route Tadjoura-Balhou entre dans le cadre de la diversification des activités de son département. Qui est proactive, mais en plus de ça, il vient de me démontrer qu'ils ont une pépinière. À Tadjoura, ils n'ont pas amené les arbres de Djibouti. C'est ce que je demande à toutes les régions, les 5 régions de Djibouti. Prenez exemple de Tadjoura, faites vos pépinières. Le ministre de l'Agriculture chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guédi, a participé hier par visioconférence aux travaux du 22e Forum africain de l'énergie avec pour thème diriger l'Afrique à travers la 5e révolution industrielle. Cette édition 2020 du FAE qui réunit l'ensemble des ministres de l'énergie du continent se veut être une plateforme de réflexion concrète pour aider l'Afrique à faire face aux conséquences socio-économiques de la pandémie de Covid-19. Pour ce faire, les différents responsables politiques africains du secteur de l'énergie sont conviés lors de ce forum à débattre lors d'une table ronde autour de la question comment diriger l'Afrique à travers la 5e révolution industrielle et amener des investissements inclusifs sur le continent. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre Younis Ali Guédi a affirmé que la 5e révolution industrielle exploitera l'innovation et la numérisation de tous les secteurs qui transformeront le processus traditionnel du développement de toutes les nations. On l'écoute. Je suis ravi de prendre part à cette table ronde d'aujourd'hui, ministérielle sur l'énergie en Afrique, qui se tient dans un contexte inédit en raison des contraintes issues du Covid-19. C'est donc une vidéoconférence, par vidéoconférence je vais dire, que nous allons poursuivre notre travail dont le thème choisi cette année est diriger l'Afrique à travers la 5e révolution industrielle. En effet, nous savons de ce qui est convenu de qualifier la 5e révolution industrielle exploite l'innovation et la numérisation de tous les secteurs qui transformeront tous les processus traditionnels. L'avantage de ce changement mondial est la suppression des contraintes liées au temps et à la géographie. Selon les études les plus récentes, la digitalisation participerait à la réduction du délestage. L'industrie de l'énergie pourrait ainsi gagner en productivité, efficacité et sécurité. C'est particulièrement valable pour le solaire photovoltaïque et l'éolien, dont les profils de production est variable. Cela permettrait une grande pénétration des énergies renouvelables dans le réseau. Ainsi, les technologies digitales pourraient aider à intégrer une plus grande part d'énergie renouvelable dans les réseaux en faisant mieux correspondre la demande d'énergie avec les ressources solaires et éoliennes. Par conséquent, vous comprendrez, chers conférenciers, que mon pays, Djibouti, est sur le point de lancer les travaux de construction d'un parc éolien de 60 MW
et d'un parc solaire de 30 MW. Suit cette innovation avec beaucoup d'intérêt. Et enfin, cette information tant attendue par la population de la capitale et des régions de l'intérieur, le ferry Mohamed Burhan Qassim se refait coque neuve, mais malheureusement accuse un retard sur sa reprise de service pour cause de confinement mondial. Et par ailleurs, donc, le ferry reprendra du service le mercredi 28 octobre 2020. Bien entretenir un bateau doit être considéré comme un investissement et non comme une dépense. Le fait est que cela va prolonger autant que possible la durée de vie du navire et de ses équipements pour en profiter plus et mieux pendant la navigation. Et durant la période de l'été, chaque année, le ferry est en cale sèche pour le redorer de la nouvelle peinture anti-fouling, de l'anti-rouille pour la protéger de corrosion, principal prédateur du métal. Donc l'information d'aujourd'hui est que le ferry reprendra le service mercredi 28 octobre prochain. Même le ministère il est concerné, le ministère Et là, nous passons à l'actualité internationale. 300 000 morts supplémentaires aux États-Unis pendant la pandémie. La surmortalité liée à la pandémie de le Covid-19 aux États-Unis a atteint les 300 000 personnes selon une étude de Centre de prévention et de lutte contre les maladies publiée hier et qui confirme que le bilan officiel d'environ 200 000 morts sous-estime l'impact réel du virus. Près de 200 000 morts supplémentaires ont été officiellement attribués à la Covid-19. 100 000 décès supplémentaires pourraient être des morts qui auraient dû être attribués au coronavirus, mais ne l'ont pas été en raison d'une erreur de diagnostic ou de l'absence de tests. À l'inverse, donc, il est possible que le nombre de décès par accident de la route ait baissé en raison des confinements et de la réduction des déplacements. Au total, des études avaient déjà montré que la pandémie avait augmenté le nombre de morts aux États-Unis d'environ 20% par rapport à la mortalité attendue cette année. Environnement à présent, la pollution de l'air a tué près de 500 000 nouveau-nés en 2019. La pollution de l'air a tué exactement 476 000 nouveau-nés en 2019 selon une nouvelle étude qui pointe la responsabilité dans près de 3/4 de ces décès des fumées toxiques émanant des combustibles utilisés pour cuisiner. Plus de 116 000 nourrissons indiens sont morts du fait de la pollution de l'air dans le premier mois de leur vie et 236 000 en Afrique subsaharienne selon le State of Global Air 2020 qui utilise des données compilées par deux instituts américains. Selon les auteurs de l'étude, il existe de plus en plus de preuves permettant de lier l'exposition des mères à la pollution de l'air durant leur grossesse avec le risque accru que les bébés naissent prématurés ou avec un poids trop faible. Et enfin, un sport pour clore cette édition. Nous allons parler de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain, finaliste sortant de la Ligue des Champions, s'incline pour son retour dans la compétition européenne. Score final 2-1 pour Manchester United. Bruno Fernandes avait ouvert le score sur penalty à la 23e minute. Les Parisiens sont revenus au score grâce à un but contre son camp du Français Martial, mais c'est Marcus Rashford à la 87e minute qui enterre les espoirs du PSG grâce à une frappe croisée. Le FC Barcelone a réussi son grand retour en Ligue des Champions en surclassant Ferencváros 5-1 grâce notamment à un brillant Lionel Messi hier pour la première journée. La Juventus d'Andrea Pirlo a réussi ses débuts en s'imposant 2-0 grâce à un doublé d'Alvaro Morata sur le terrain du Dynamo Kiev malgré l'absence de sa star portugaise Cristiano Ronaldo. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.